Périp. Bonjour tout le monde. Alors on va partager comme d'habitude le live et ensuite on voit où est-ce qu'il est. Voilà. Salut Walid. Salut. Le blanc dans les خلطها انت في l'Arizona. Bonjour 12-12. Merci double blanc. C'est que pour information, comme je vous avais dit, je suis en train de verser les lives sur ma chaîne YouTube. Donc comme ça, pour ceux qui veulent, si ça vous intéresse de revoir les lives, vous allez trouver sur ma chaîne. Vous tapez sur le lien que j'ai envoyé et voilà. Et vous pouvez... voilà, merci Walid. Merci double blanc. Non, Sabrina. Sabrina, tu dis que non. La qualification de type sur un appareil n'est pas payante chez Air Algérie. Si Air Algérie prend en charge pour former le... Oui, tu as raté quelques heures, oui, mais allez, c'est-à-dire, il y en a aussi qui sont en train de tourner pour le... Ça, parce que ça prend du temps, c'est assez lourd pour qu'ils se téléchargent et YouTube ne permet pas de publier plus d'un certain nombre par jour. Donc demain j'en republie, oui, je les publie pratiquement, ceux qui sont passés. Bon, ceux que ça intéresse. Je vous invite aussi à voir il y a Morad, enfin JB, qui a publié sur son profil l'histoire dont on a parlé dans la masse de décollage et tout. Oui, ben, Sabri lui dit qu'il y a une vidéo sur le profil de Morad. Bon, ça, on peut la faire, mais bon, il y a sur le profil de Morad le fonctionnement du TICAS aussi. Il a publié pas mal de vidéos sur son profil. Je vous invite aussi à aller voir et voir aussi le profil de JB, parce que c'est très bien expliqué. Et même TikTok vous dit plus de j'aime attire plus de spectateurs. Merci, Blue Blanc. Merci pour la Vénus lumineuse. Hichem Gesbia. Amine. Salut Amine. Salut Nordine, Ça va? ça va et toi? Comme d'hab. مالهمش هنا يا جماعة ني مراد ني جيبي. Je viens de lancer le live, donc j'ai partagé bon, le temps qu'ils reçoivent la notification. Hein. La météo est importante dans le domaine aéronautique. Oh, que si. Mais bon, la météo n'est pas une science exacte, donc ça veut dire que si tu pars un jour avec... c'est une question de ta vision sur le monde, ça doit être le monde. Si tu pars un jour, par exemple, avec un câble OK, ceiling and visibilité OK, tu peux arriver avec du brouillard ou du 0 Thunderstorm. Thunderstorm rain. Le double blanc des Cyborg. Salam Asdin. Il dit salut. Sidali, salut. Bonjour. Elle vient. Bah, bon,
que la guitare électrique. Sortez, double white, double blanc. Non. Ami, t'as pas travaillé aujourd'hui? Je suis rentré ce matin, j'ai fait Adraj de Ah nuit. oui, le fameux hadrar de nuit. Hmm. J'avais ton cousin avec moi. Ceci est un détail dans l'histoire. Ça va, il va bien? Ça va, il va très bien. Parce qu'il est en train de suivre le live, parce qu'il est une chouffe, hein. Oui, je vois, à chaque fois, je le vois dans le chat. Ta vision sur le monde demande si est-il important dans l'atterrissage et le décollage. Bien sûr. Et imagine s'il fait mauvais, limite, parce que il faut savoir qu'un avion pour partir, il a besoin des minima au décollage et des minima à l'atterrissage pour se poser. Donc si par exemple il y a une très mauvaise visibilité au départ, il pourra pas partir. Il faut qu'il délaye le décollage. Et il faudrait beaucoup de conditions pour qu'il puisse partir, à savoir les équipements au niveau de l'aéroport, comme le centerline lumineux, comme beaucoup de choses. Mais s'il fait très mauvais, c'est-à-dire style thunderstorm, rain et tout, les nuages cumulonimbus sur l'aéroport, il vaut mieux qu'il délaie le décollage parce que c'est sûr que ça va être suivi de wind shear, cisaillement de vent et tout ce qui s'ensuit. Et turbulence, et si un cisaillement de vent peut engendrer, s'il y a beaucoup de turbulence ou de cisaillement de vent, peut engendrer une extinction des réacteurs au décollage. Donc il vaut mieux délayer le décollage. Et à l'atterrissage, c'est pareil. Il fait très mauvais. C'est prévu de dégager sur des aéroports plus cléments, où la température est pas plutôt, où la météo est clémente. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important. Et tout pilote a un dossier météo. Double engine flamand, ça peut arriver, oui, double blanc. Exactement. Et en dehors du fait que, comme le Hudson qui a eu le burst light, mais ça peut arriver qu'il y ait une extinction réacteur de décollage cause météo. Je te l'espère pas. J'espère pas que tu puisses avoir ton pseudo en réel sur l'avion. Nous, la distance nécessaire pour décoller pour un 330, c'est simple. Le jour où il y a le vol, en fonction de la masse de décollage, des performances du jour, de la température, du QNH et tout, tous ces paramètres sont intégrés dans un iPad, un calculateur, qui va donner la distance de décollage, la distance d'arrêt décollage en cas de problème avant la vitesse critique. Et voilà. Et l'atterrissage, c'est pareil, c'est kiff-kiff, tout est intégré dans un système calculateur qui te donne tout ça. Et le méta que vous recevez, il est important, vous utilisez les instruments installés à votre niveau. Bien sûr, le méta, il faut savoir qu'il est valable dans les 30 minutes. Donc, pour un pilote, pour un vol qui dépasse le 32 heures, disons, on utilise aussi la prévision qui s'appelle le TAF, pour avoir une idée de l'évolution de la météo au niveau de l'aéroport. Mais le méta est important, ça donne, les métas successifs donnent justement l'évolution dans les 30 minutes à l'heure. Enfin, généralement, c'est l'heure. À l'heure d'après, on demande un autre méta. Mais la prévision sur les 6 heures et 9 heures nous donne l'évolution de cette météo tout au long de la journée sur cet aéroport. Vous m'entendez bien au moins? Parce que là, j'ai l'impression que je m'entends un peu. Pour moi, oui, je t'entends très bien. Ah, très bien, merci. Voilà. Est-il important que vous utilisez les instruments installés à votre niveau? Les instruments installés à notre niveau, comme le radar, donnent justement les, de quel côté on doit éviter ce mauvais temps. Mais si le mauvais temps est installé sur l'aéroport, même c'est-à-dire sur la piste, au moment d'un atterrissage, s'il y a un cumulonimbus, par exemple, qui est stationnaire pratiquement sur la piste, il est conseillé de partir ailleurs parce que se poser sous un cunimbe, ça sous-entend plaquage au sol d'une façon bizarroïde. Un décrochage aussi, ça peut engendrer plein de bêtises. Exactement, décrochage aussi. Que me conseilles-tu de faire avant de commencer ma
Rentrer en ATPL intégré. Ben, Sabri lui dit que si tu as décidé de faire un ATPL intégré, c'est-à-dire que tu vas le faire de bout en bout, eh ben, c'est des révisions. Tu révises. Si tu as l'ordinateur, ben, tu rentres, tu regardes la mécanique du vol, la réglementation, la météo. Ça, c'est des. La météo, généralement, c'est quand même un truc lourd. Et la réglementation aussi. Ensuite, tu as tout ce qui est technique. On va te l'apprendre pendant les cours. Ouais, un offset, ouais. Tu peux faire un offset, effectivement. On en a fait des offsets, hein. Exact. Terminal Area Forecast, des TAF. Des prévisions sur alors 6, 9 et même 24 heures. Aïe, Rachid. Que vous dites, Aïd Mobrouk à vous? Le Shmio, Aïd Mobrouk. Bah, Aïd Mobrouk. Abdel, salut. Selim, salut. Bonjour. Farid Baeza, bonjour. Quand ce qui s'est passé à Palma il y a 3 jours. Eh ben oui, ben il y a eu vraiment. C'était la chaîne qui était sur la Méditerranée qui avait pratiquement fait une barrière. Et il y a eu une centaine de vols annulés à Barcelone déjà, et Palma pratiquement l'aéroport. Il y a eu une inondation terrible à Palma. En parlant de ça, l'avion, est-ce qu'il est en train de décoller ou il va se poser? Et deuxième question, est-ce que c'est un lever de soleil ou là c'est un coucher de soleil sur la photo? Ah, il y a dans le chat, on va voir qui c'est qui peut nous dire si c'est un atterrissage ou là un décollage. Ne réponds pas, hein. Ne réponds pas. Normalement, c'est un atterrissage, hein. Anna ne répond pas, non, c'est un atterrissage. Anna ne répond pas, et toi tu me dis normalement c'est un بس ما décollage. تكس. Mais j'ai pas dit pourquoi. Voilà, bon, alors celui qui nous dit c'est un atterrissage, il nous dit pourquoi. Celui qui nous dit c'est un décollage, il nous dit pourquoi. Oh, donc je te souhaite bien du courage quand il y a des CB qui stationnent sur un aéroport. Et à ce moment-là, tu fais des escapes, bien sûr, tu pars. Ou là, tu te poses en dessous, ce qui est très, très dangereux. C'est le Alpha Bravo Traveling. Ramon, pourquoi tu dis atterrissage? Et Sarah, pourquoi tu dis lever de soleil? Explique-nous. Asdin dit atterrissage aussi. Explique-nous pourquoi. Bon, c'est vrai que c'est un atterrissage, mais expliquez-moi pourquoi. Double blanc, mais encore. Mais encore. Parce que le décollage aussi, tu peux avoir les volets. Juste avant le deuxième segment. Là. Ça, il y a un indice probant. Salopard fait Amine, il l'a vu déjà. Oui, les bouts sorties peuvent être juste après le décollage aussi, Ramon. Juste avant la rentrée des trains. Les volets, non, parce que Raham, kiff, ils sont à peu près à des volets à décollage, l'atterrissage n'est pas encore en full configuration. Ah, ne réponds pas à toi. Toi, tu ne sais pas poser la question à toi. Toi, tu es dans le guest. Ne réponds pas. Double blow, l'assiette de l'avion, plus voler, plus gear, mais encore. Ah, c'était. Ouais. Il y a là les feux de la roulette de nez et les landing lights qui sont allumés vers la piste. Voilà, là, il y a la mer, c'est vrai. Ça, c'est la mer. C'est un atterrissage. Voilà. C'est un atterrissage. Après, c'est un photographe aussi.
Du JB, Salut. ça va? Salut Nordine. Ça va toi? Ça va, pas de problème. Ouais. Je viens de parler de la vidéo que tu as publiée dans ton mur, là. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien fait. Et c'est bien fait, c'est expliqué calmement, un truc normalement, c'est accessible, c'est bien expliqué, quoi. Même, nonobstant, comme dirait l'autre, sur des formules. Mais bon, le gars qui écoute, eh ben, il a une explication claire. Les formules, il les faut quelque part de manière C'est normal. à expliciter un peu, parce que sinon, on est obligé de faire tout un tas de phrases pour dire quand l'altitude augmente, la masse volumique diminue. On est obligé de faire tout un tas de phrases, ce qui est ridicule. Au moins avec une formule, tout au moins ce qui. Bah, écoute, de toute façon, on a dit que il fallait quand même avoir certaines connaissances en maths et en physique. C'est pas très élevé comme connaissance, hein, ça, hein. Voilà. Surtout qu'il y a un gars qui va faire son ATPL intégré. Donc quand il va suivre ça, normalement, ça doit lui donner un coup de main aussi. Oui, parce que j'ai essayé d'être bon. On ne sait pas en fait à qui on s'adresse. Donc j'ai essayé de dire bon, je me suis parti du principe. J'ai envisagé que les gens qui allaient voir cette vidéo étaient des gens qui étaient intéressés à l'aviation et puis qui avaient quand même déjà certaines données. Surtout que maintenant, avec les histoires de simulateurs et tout sur Internet et sur les ordinateurs, les gens commencent un peu par l'autre côté. Au lieu de Ouais, commencer par la base, le gars, il fait du 330, il fait du 737, il fait de l'Airbus 320, mais il connaît pas forcément la base, tu vois. Donc, je me dis qu'il vaut mieux quand même que pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Je vais faire peut-être un truc aussi sur les volets pour leur expliquer un peu l'effet des volets sur un avion, voilà, dans le même style. Voilà. très bien. On n'aurait pas pu décrire la militaire. Car les couleurs, sont généralement plus organisées, oui. Alors, salut, Spy. La mission de quand même. Ah, d'accord. Bon, pour celui qui a posé la question sur le 737, le problème que j'ai eu, c'était pas un 37-400, c'était un 37-200. C'était en 2001. Donc, oui. Alors, y a-t-il des questions dans le chat? Le chat qui est encore timide. Salut Abradel. La musique est content. Abradel est content parce que les rediffusions sont lancées sur le YouTube. Et donc, il pourra voir et suivre ses commentaires. Salam Kassem. Est-ce que l'association et le poids du manche est le même que Boeing et Airbus? Au tirage, tu veux dire au lift-off, au décollage? Elle est différente. Sur Boeing, si tu veux, Boeing a gardé la sensation du manche pour laisser le pilote dans ses sensations justement mécaniques. Quoique sur le type 7, il est fly-by-wire, il n'est pas impulsion électrique même s'il y a un manche. Maintenant, le joystick, enfin le side stick, ce qu'on appelle le side stick, il est effectivement en fly-by-wire. Donc c'est impulsion, mais c'était un coup à prendre. Une fois que le pilote est habitué à ça, après, bon, ça dépend s'il aime ou pas, mais en général, quand il est sur cet avion, ben, il fait avec et après c'est une question de handling et ça se passe très bien. Tous les gens qui sont passés sur ces avions-là n'ont pas eu de problème au niveau de l'adaptation. N'est-ce pas, Amine, toi En qui fait, es first officer on, sur cet avion? on s'habitue, mais sans se rendre compte. Peut-être les Voilà. premiers temps, c'est un peu difficile le side stick, surtout si on n'est pas des fans de Flight Simulator, donc on n'utilise pas les joysticks souvent.
Mais une fois maîtrisé, on sent même pas la différence. On se rend pas compte de la différence. D'accord, ouais. Bah oui. Toi, Et maintenant à qui partir du connais, moment, surtout que à partir du moment où on a de toute façon des inputs qui sont doux quand on est en pilotage réel, en pilotage de ligne. Donc finalement, c'est vrai que moi je sais que bon, j'ai une très petite expérience parce que j'avais fait à peu près 1 heure de simu sur 320 chez Airbus et ça m'avait absolument pas choqué. Ça veut dire je m'étais vraiment, je j'avais pas du tout senti de différence. Bon, surtout quand on a piloté des avions avec le manche, avec le stick, ça c'était avant, mais enfin, non, c'est pas du tout gênant. Je trouve que c'est pas, oui, je vais pas trouver ça gênant. Bon, c'est vrai que, par contre, je crois que sur 777 et 787 quoi, ils ont quand même le reconstituteur d'effort. Hein. Ils ont ça, même si c'est du fly-by-wire. Ils ont le fil system. Hein. ouais. Double blanc qui te pose la question, JB, si tu connais le point Nemo. Nemo, c'est quoi ça? Le point. Eh bien, ça doit être Mustafa qui a dû lui dire. Si, le point Nemo, je pense Le que si point. les souvenirs sont bons, c'est un point sur la route de Jeddah ou quelque chose, ou Damas ou quelque chose comme ça. Hein. Ah, c'est possible. J'ai plus ça en mémoire. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, il y a un point Nemo, oui, il y a un point Nemo. Et si Double Blanc pose la question, ça veut dire que Mustafa n'est pas loin. Et ça doit lui rappeler des souvenirs sur mon rôle avec toi quand il était mécanicien navigant. Ou bien en first officer, je pense. Je ne sais pas s'il a fait first Ouais, officer. c'est possible, c'est possible. Ouais. Je me souviens pas d'avoir volé avec lui en first officer. Je me souviens quand il était au MN, Ouais. mais comme first officer, je me souviens pas. Après, il a fait la reconversion. Ouais. Mais je suis sûr, hein, je ne sais pas pourquoi, mais il doit y avoir une anecdote à ce niveau-là. Et c'est pas pour rien qu'il a choisi ce point. Il n'y a pas d'hydraulique feedback sur un bus. Si, il y a les trois bus, les trois bâches. Mais le fly-by-wire, si tu veux, c'est les impulsions électriques qui donnent aux commandes, parce que ça, c'est une enveloppe au lieu que ce soit. Et donc, c'est les impulsions électriques qui donnent ordre aux commandes de tourner à droite ou à gauche avec un pourcentage d'angle et non pas comme sur les avions conventionnels où ça tourne, regarde 30 degrés, c'est 30 degrés. Parce que le pilote, quand il commande 30 degrés à droite, c'est pas évident que ce soit 30 degrés. L'avion, l'enveloppe à calculer, ça peut être un 26, quelque chose, un 27. Et c'est en fonction de ce que l'avion sent. Et c'est pour ça que, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà expliqué, il faut comprendre que le fly-by-wire, la philosophie TAO, c'est justement d'empêcher l'avion de sortir du domaine de vol. Voilà. Donc, par définition, il prend les conditions actuelles et il fait en sorte que. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose sur le domaine de vol pour expliquer ce que c'est. Un avion, il est régi en fait pour sa sécurité. Il faut qu'il y ait un facteur de charge et vitesse qui soit en accord. Et il ne faut pas que le couple facteur de charge-vitesse soit au-delà des limites de l'avion. Et donc, si vous voulez, le fly-by-wire fait en sorte que, en fonction de l'altitude de l'avion, de son poids, etc., il va faire en sorte que l'avion ne dépasse pas les limites aérodynamiques auxquelles il est à l'intérieur desquelles il est en sécurité. Voilà, c'est ça un peu le principe. Et je crois qu'il va falloir que je fasse quand même un truc sur le domaine de vol parce que les gens ne doivent pas tellement matérialiser ça. Voilà. D'ailleurs, il y a une demande dans le chat qui dit oui, effectivement, ce serait intéressant de voir ça. Voilà, c'est Sabri l'unique, puisque tu as dit je vais faire ça. Donc, le blanc, voilà, c'est ce que je disais. Donc, c'est un point au Moyen-Orient, ouais. C'est bien ça. C'est un point au Moyen-Orient.
enfin sur la route, justement, sur la route du Moyen-Orient. Attends, on va accueillir Mickaël et Ava. Ben, salut. Ben West. Ben, Oui, Captain. Bonjour tout le monde. salut. Bonjour, commandant. Bonjour, commandant JB. Juste pour vous saluer, je suis à Youl, à Montréal. Ouais, Et d'accord. ça va, ça va. Il fait beau à Montréal. Ça va, 27 degrés. Bonjour. Bonjour, commandant. En fait, ma question, commandant, c'est par rapport à la route Alger-Montréal ou Montréal-Alger. C'est quoi une route random? Oh, donc c'est une route normale, c'est-à-dire que c'est pas un truc où si tu veux, c'est ce qui est la différence par rapport au track. Le track est déterminé par rapport à un passage de plusieurs avions sur le même chemin pour t'expliquer rapidement, Oui, à un moment donné, c'est-à-dire le matin ou là, le soir, en séquence. Donc tu as le A, B, C jusqu'à D, à peu près des routes, et c'est des trucs calculés en fonction de la turbulence. Et généralement, ces tracks, où ils sont vers le sud ou vers le nord, et les randoms, c'est des routes normales, composé de coordonnées géographiques, bien sûr qui traverseront le 20, le 30, le 40, le 50 ouest, mais c'est clairement plus court. Et la différence, c'est que au niveau de la com, si tu veux de la com, tous les deux sont régis par HF et par ACARS, oui. mais la track est plus sécurisante par rapport, bon, pas pour la plupart des pilotes, parce qu'ils sont en séquence. Et s'il y a quelque chose, ben, ils vont se transmettre directement. Par contre, la random, généralement, elle est plus au sud, généralement au sud. Quand on part, par exemple, sur Montréal par le sud, on fait Santiago, le Grand Ouest, et on est les deux principaux centres de contrôle qui sont Chanoik et Gander, ou bien Santa Maria et New York. Voilà. D'accord, d'accord. Euh, Elle est généralement les plus courtes. Elle est plus courte parce que elle échappe, si tu veux, à une standardisation de la route qui est imposée. Sur la track, par contre, tu as une vitesse qui est imposée, donnée par le jet plane. Donc, si tu la demandes par ACARS, par exemple, 0.82 ou là, il faut la maintenir parce que la régulation par rapport aux avions se fait dans ce sens. Sur la random, euh, elle n'est pas fluide, mais quand on change de vitesse, il suffit de le dire. Par ACARS, c'est bon, c'est-à-dire, on gêne personne, quoi. D'accord, d'accord, j'ai Moi, compris. personnellement, je préférais les randoms. Si je Est-ce peux qu'on peut rajouter, dire, si je peux ouais, rajouter Nourdine, une chose, Moi, JB veut. Il a le truc. ah, Vas-y, vas-y, JB. vas-y, 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 non, laisse. je Vas-y, voulais moi. juste rajouter une chose, c'est que les tracks, ils sont déterminés par un organisme. Et les compagnies choisissent un track suivant la route qu'ils t'adonnent. Mais par contre, la random, c'est une route que la compagnie choisit, elle dépose comme un plan de vol ordinaire. Que le pilote peut refuser. Exactement. Et on peut pas, la random ne peut pas traverser Les tracks. un track juste comme ça. Ça Libre. doit être sur une longitude bien précise, soit le 20 ou le 30, le 40, le 50, mais pas sur le 25 ou le Hard 25. track. Il ne peut pas faire des hard tracks, oui, effectivement. Est-ce qu'on peut dire, moi je ne suis pas du tout habitué à ça, mais est-ce qu'on peut dire que la random s'approche plus de l'orthodromie idéale pour faire le vol par Exact. rapport au track? Oui, par rapport au track qui est une orthodromie, mais peut-être pour des vols qui partent plus au nord que nous. C'est tout à fait ça. C'est ce que je disais. Parce que. Et c'est le pilote qui refuse ou accepte. En général, tu sais que les pilotes refusaient les randoms. Enfin, il y en a quelques-uns chez nous qui refusaient les randoms. Et j'arrivais jamais à comprendre pourquoi. Dès je leur ai posé la question personnellement. Ils se sentaient sécurisés sur ces vols alors que ça n'a rien à voir. Mais c'est effectivement une orthodromie optimisée et tout le monde doit suivre ces routes par des organismes, comme disait. Et si tu rates le créneau sur ce track, ça y est, rahtlik. Par contre, la random, le gars peut y avoir un retard et c'est une orthodromie
vraiment un nage préféré parce que quand il faisait pas mauvais au sud, quand il n'y avait pas de turbulence, on demandait généralement les randoms. Et ça se passait très très bien, à l'aller comme au retour. Et aussi pour les tracks, il y a les tracks pour l'aller, donc c'est A, B, C, D, E. Le retour, c'est Z, Y, X, Voilà, sur des horaires bien définis. exact. Par Et- contre, par exemple, le soir, généralement, c'est les retours. C'est les retours. Si Air Algérie veut faire un vol le soir, Alger-Montréal, elle peut pas prendre un track, ce sera automatiquement une ronde. Exactement. Parce que les tracks, c'est l'inverse. Il m'a semblé, enfin j'ai vu des cartes où il y a les tracks, et il me semble quand même que c'est plutôt pour les vols qui décollent d'Europe vers l'Amérique du Nord et d'Amérique du Nord vers l'Europe. C'est-à-dire que nous qui sommes beaucoup plus au sud, quand on vous donne un track, vous êtes obligé de monter plus au nord que vous seriez monté si vous aviez pris la random. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe? Alors, Exactement ça, oui. oui, j'y vais. Alors, ce qui se passe, c'est que des fois, moi j'ai fait des calculs un petit peu quand je faisais ces vols-là. On nous imposait un track et que quand le contrôleur, enfin, le BIA, le dispatch, voulait demander une route, des fois je disais demander au random, mais il fallait se prendre à l'avance. Donc, quand il n'y avait pas de turbulence au sud, pour couper directement Espagne, le 20 ouest, 30, 40, 50, et rentrer directement vers sur le Canada. Et donc, il disait, bon, il refuse parce que des fois, tu as des trafics qui partent du Portugal, d'Espagne et tout, qui partent vers l'Amérique du Sud. Et il y a conflit au niveau des niveaux. Donc, des fois, le contrôle, le centre régional de Chanouk refusait. Et en plus, ils te font passer. Donc, tu traverses la France, tu vas jusqu'à Shannon, pratiquement, l'Irlande, et redescendre vers le 30 et le 40, le 50 pour rentrer au Canada. Effectivement, c'est plus loin. On a fait un calcul, c'était 9h30 sur un aller sur Alger-Montréal, alors que si, par exemple, ce jour-là, on avait pris la random, c'était pratiquement 1 heure de gagner. C'est exactement ce que je pensais, parce que j'ai vu l'autre jour, il y a Morad qui a mis une carte, qui a publié une carte, et effectivement, les randoms, les tracks, ils sont plutôt vraiment est-ouest, disons de latitude, alors que nous, on est au nord-ouest, quoi. Enfin, on fait des routes nord-ouest, en gros, hein. Voilà. Alors, Ok, parce qu'il y a, très bien. il y a aussi autre chose, c'est que sur random, les ETP, si tu veux, sont limités. Alors, si on fait par exemple l'Espagne, Canada, enfin l'Espagne, on fait l'Algérie, l'Espagne, Canada, en random, euh, tu as le dégagement qui sera Santa Maria, tu as un aéroport, un ETP, et l'autre, il est plus au nord, Keflavik. Donc, tu as compris que c'est un peu plus loin. Et quand il fait beau, il n'y a aucun problème. Donc, on peut se suffire d'un seul ETP. Mais quand il fait mauvais, généralement, on prend deux ETP. On prend ou donc Keflavik. Et donc, s'il y a un problème avant le TP1, donc on revient sur Shannon. Si après on va sur Keflavik, sinon on continue jusqu'à Gander. Gander ou destination. Voilà, donc des fois, le dispatch, il est entre deux feux, mais il essaie toujours d'optimiser la route. D'abord, une, pour le gain de carburant, deux, pour le temps, et trois, pour le confort, parce que s'il y a beaucoup de turbulences, eh ben, on s'imposera le track et on se limitera. En général, quand il y avait des turbulences sur les tracks, on demandait de traverser à 0,80. Bon, des fois c'est accepté, des fois c'est pas accepté, parce qu'il y a de la régulation en max 0,80, mais sinon c'est 0,82 pour Air Algérie. Et voilà. Ben West, Oui, commandant. c'est bon. Oui, vous avez très très bien expliqué et j'espère qu'on aura une route random pour le retour. Elle va être, On fera moins va être d'heures trop de vol. Inch'Allah. Parce qu'on quitte aujourd'hui, Inch'Allah. Anam? puis pressé de rentrer chez toi, quoi. Non, non, en fait, c'est un stand-by. On est venu hier, on rentre aujourd'hui. Eh ben, c'est bien. Donc, Voilà, avec commandant Ben Nassar. Dollarama, adios. Ah oui,
Provigo, Dolorama, Costco, comme d'hab. Voilà. Euh, Allez, je vous une, souhaite une bonne une... traversée et Merci, bonjour. commandant. Merci à vous. Embrassez mes frères. Bonne Merci, commandant. traversée Merci à vous. également, bonne Merci, traversée. commandant. Bon Salam. vol. Merci. JB, tu n'as pas eu l'occasion de connaître Dollarama. J'ai connu, bien sûr. Ah oui, J'ai été à ah, tu Montréal, hein, étais. quand même, hein. Ah, d'accord, Oui, bien sûr. J'ai été avec madame, oui. Pas de problème, non, Eh non. ben oui, tu as été, c'est vrai. Voilà. Je leur dis chaque fois, enfin, on rigolait bien avec ça. Ceci est un autre débat. Et là où on va, nous, parce qu'on va pas à Montréal quand on va au Canada, on va au Nouveau-Brunswick. Et justement, en face de, pas loin de chez mon neveu et ma nièce, il y a un Dollarama. Donc, on connaît. Les marques réacteurs sont-elles imposées par l'avionneur ou cela reste le choix de la compagnie? En général, c'est le choix de la compagnie. Et pas l'avionneur, qu'est-ce qu'il fait? L'avionneur, il fait l'avion. Et il fait des conceptions adaptables en fonction des constructeurs de réacteurs. À savoir Safran, General Electric, Rolls-Royce. Et donc la compagnie choisit, quand elle opte pour acheter un avion, elle va se dire, tiens, moi, je vais doter mes avions que je vais acheter de Rolls-Royce. Donc elle se rapprochera de Rolls-Royce, elle négocie son contrat. Les avions qu'elle a commandés seront dotés de Rolls-Royce et voilà. Mais c'est pas l'avionneur qui exige quoi que ce soit. L'avionneur, il a, sauf si son avion n'est pas adapté à ce moteur, ce qui m'étonnerait parce que tous les constructeurs, c'est-à-dire à savoir les deux principaux, Boeing et Airbus, font en sorte d'adapter les réacteurs qui sont construits dans le monde sur leurs avions. Bon, voilà. En clair, je sais pas, j'y vais si tu as autre chose à rajouter à ce niveau, si tu as une information. On fait ça, bon. Il y a peut-être des avions qui ont peut-être un choix de réacteurs moindre, peut-être, hein, je sais pas, mais en règle générale, maintenant, tous les avionneurs proposent plusieurs motorisations. Exact. Il y a aussi quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure sur le chat, qui dit pourquoi le 330 n'est pas adapté pour les petits vols comme Alger-Casa, Alger truc. Et Non, bon, à l'heure 30, non, parce que on avait les RG Casa, on avait les Oran Casa. Mais bon, question politique, raison politique, il n'y a plus d'accord aérien entre les deux pays, donc non, lui, il parlait pas de Casa spécialement, il parlait des petits vols. Par exemple, moi j'ai pris, parce qu'il a créé Casa, j'ai dit Casa. Par exemple, Alger, Alicante, Alger-Palma, Alger-Marseille. ben, on a fait Oran Alicante. Le C'est la problème, Oui, conception même de plusieurs fois. l'avion. C'est la conception Et même, c'est le cahier des charges de l'avion. Quand on conçoit un avion, on fait un court courrier ou un moyen courrier ou un long courrier. Et tout est prévu par rapport à ça. Quand on regarde, on s'aperçoit que l'avion, par exemple, il est conçu pour des étapes, par exemple, de 5 heures. Alors bien sûr, on peut l'utiliser sur une étape d'une heure. Sauf que la maintenance, etc., te revient beaucoup plus cher parce que déjà les trains d'atterrissage, etc., etc., leur maintenance, elle se fait avec les cycles, on est bien d'accord. Et également, un truc très important, c'est les réacteurs. Des réacteurs d'appareils long courrier ne sont pas faits pour avoir des mises en route et des arrêts rapprochés. N'oubliez pas que c'est la température, les variations de température qui bousillent un réacteur. Et les réacteurs de moyen courrier n'ont pas la même conception, n'ont pas la même résistance que les réacteurs long courrier. Les réacteurs long courrier sont faits pour des mises en route toutes les 5 heures, c'est tout. Hein. Et puis voilà, hein, donc l'avion il est conçu pour ça. Et très souvent, bon ben, on s'aperçoit si on fait des calculs précis du prix de revient, ben, utiliser un avion comme le 330, même pour faire un Alger-Paris, ça revient plus cher que d'utiliser un 37-800, c'est clair. Toute proportion gardée, par passager, bien évidemment. oui, oui. Bon, on l'a déjà utilisé sur, alors je dirais sur 27 minutes de vol au Alicante, mais c'était exceptionnel, c'était une période Ouais. très, De manière exceptionnelle, il n'y a pas de problème. Voilà. mais systématique. Enfin, alors, les gens posent la question probablement parce qu'ils voient que entre Dubaï et Doha,
c'est des 330 et des 340 qui font les vols en général. Mais bon, eux, c'est question de. Ils sacrifient les cycles par rapport au remplissage parce que c'est tout le temps plein. Donc, l'un dans l'autre, je ne sais pas comment ils s'en sortent. Les dabous de 223. My English is bad, very bad, so I can't speak English. I prefer speak French. Et sur des 310 de AH. Pareil pour la cellule, c'est vrai. C'est aussi la densité. Votre avis sur le MD11? Il a fait son temps, le MD11, mais c'était un gouffre. Bon, maintenant, c'est en consommation. Donc, le McDonald's, il voulait la jouer à la 27. Il voulait faire comme le 727, mais je pense, je sais pas, JB, toi qui a connu Non, ces. mais le MD11, il avait sa justification avant les TOPS, hein. C'est tout, hein. Il avait sa justification avant les TOPS. Parce qu'avec 3 réacteurs, il pouvait traverser l'Atlantique, alors qu'à l'époque, les biréacteurs ne pouvaient pas le faire. C'est tout. Donc, voilà. Mais à partir du moment où on a commencé à mettre des biréacteurs avec les TOPS, c'était fini, hein. Les réacteurs, ils coûtent cher. Surtout le 3e réacteur, là, en haut, pour aller le changer, bonjour les dégâts, hein. C'est vrai. Entre Jeddah en 320. 320, c'est un moyen courrier, donc c'est bon. C'est bon, c'est ce qu'il faut. Le 320, c'est qui sur le 37. Le 37. Le numéro de 330 sera le 16e. Les estimateurs. Après, je pense, d'après les informations, que c'est prévu le simulateur 330 en Algérie, quand ils auront terminé leur achat au niveau 330. Pourquoi l'atterrissage à Lille? L'avion perd son équilibre, la piste est gondolée. Razikov, je ne peux pas dire. Je me suis posé une seule fois en 67 et une seule fois en 330. La piste est une structure travaillante. À force de l'utiliser, il peut y avoir des malformations au niveau de la piste, mais je pense que c'est arrangé de telle sorte que ça ne garde pas ça. Gondoler, je ne sais pas, j'en suis pas sûr, parce que sinon ça se saurait et que les gens éviteraient d'y aller au risque de casser des avions. Est-ce que Air Algérie importe son kérosène? Elle importait son kérosène jusqu'à, je pense, dernièrement, ils sont en train de le fabriquer en Algérie. Ils envoyaient du brut et ramenaient du kérosène. Je pense qu'en ce moment, il est raffiné en Algérie, je pense. J'en suis pas sûr. JB, tu n'as pas une idée là-dessus ou pas? Mais pas Air Algérie, c'est Naftal. Naftal. Elle importe. C'est-à-dire qu'elle importe. Ouais. Quand elle dit elle importe, elle a parlé d'Air Algérie. En fait, Air Algérie achète chez Naftal qui elle-même importait son kérosène après avoir envoyé du pétrole, quoi. Mais est-ce que maintenant il le synthétise, enfin il le fabrique en Algérie, je sais Je pas. crois qu'ils le fabriquent ici, je crois, hein. Et il y a Normalement, Naftal Aviation le fabrique, hein, normalement. ah ben voilà. Ouais, normalement, ils le fabriquent en plus parce que ces derniers temps, l'INFNG, il est beaucoup moins cher ici que ailleurs, alors que d'habitude, ça varie. Mais dis Mohamed Boulem, l'assistance après atterrissage pour cause de breaks et rating. S'il y a un break rating, c'est vraiment, ça va se voir sur les avions qui ont des ICAM et donc ils ont la page des roues et ça va se voir. Donc déjà, il y a des avions où ils ont le break fan. Et si vraiment il y a quelque chose de sensible, l'équipage va demander l'assistance. C'est les pompiers qui vont venir, ils vont lancer de l'azote dessus, ils vont refroidir ses freins et c'est tout, hein. Ils vont le suivre jusqu'au. Si vraiment c'est chaud, je pense qu'ils lui interdiront de rentrer au. Il existe, il existe sur certains terrains où il est réputé qu'on ait des freins chauds. Je pense au terrain Afrique, par exemple, il existe des groupes de refroidissement frein
que l'on branche sur les roues, que l'on connecte sur les roues. Moi, je l'ai déjà utilisé à Bamako parce que j'avais une partie fixe qui était passée au rouge, mais c'était parce qu'elle avait un problème, hein. Quand on s'est posé, on avait une partie fixe qui était rouge. Et donc, il y a des refroidisseurs. Ça prend tout le pneu et ça envoie de l'air frais sur le. En tout cas, quand il y a un retour, par exemple, quand il y a une accélération arrêt, quand il y a une accélération arrêt et que l'avion revient au parking, personne ne doit s'approcher des roues, le frein de parc ne doit pas être mis, etc., etc. Il y a toute une procédure justement pour éviter, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur un frein très chaud, dans les roues, il y a des bouchons fusibles dans les pneus. Dans la jante, il y a des bouchons fusibles, et que si le pneu, si la partie fixe, donc si le frein est très chaud, ces bouchons fusibles vont fondre et l'azote qui est contenu dans les pneus va être envoyé sur les freins. Alors ceci est pour deux raisons, ça a deux aspects. Premièrement, refroidir les freins, bien évidemment, et surtout empêcher l'explosion du pneu. C'est déjà arrivé, par exemple, quand on faisait El Golea sur la piste courte, là, qui faisait 1800 mètres en 37. Et il y a des copains qui sont arrivés, ils ont freiné assez violemment et les freins ont chauffé et puis ils ont perdu tous les pneus parce que les pneus les bouchons fusibles ont fait leur travail, hein. Mais bon, ça c'est le cas extrême. Mais encore une fois, quand on est avec un avion qui n'a pas de brake fan, hein, bien sûr, quand on n'a pas de brake fan et qu'on a une surchauffe frein, on peut avoir sur certains terrains, on peut avoir un brake cooling cart. Voilà. Ouais. Bon, quelqu'un m'a dit que, et je pense qu'il a raison, on m'a dit, on a l'impression que l'avion va se poser sur ma tête. Elle a ma tête sur piste. C'est l'impression que Il est je au vous donne. décollage, sauf qu'il est au décollage, donc Là, JB, il est à l'atterrissage. Elle n'est pas aussi gondolée comme celle de Lille, hein. ah d'accord. Et cet avion est à l'atterrissage. هاي بدأوا المشاكل. Et pourquoi les freins se réchauffent en vol? Ben, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on vole les freins chauffent? Comment ça se fait qu'ils réchauffent pendant le vol? Non, il ne les chauffe pas. C'est-à-dire qu'il ne chauffe pas et c'est tout. Donc, un Paris-New York coûte 400 € et un Paris-Alger coûte 450 €. Voir avec, Alger, Aziz, à New York. voir avec partie commerciale. On n'a rien à voir avec le commercial, donc on ne peut pas répondre à cette question. Et voilà. C'est le principe de l'offre et de la demande, hein. Quand il y a beaucoup d'offres et pas beaucoup de demandes, ben, pour vendre des billets, on les vend à bas prix parce que il n'y a pas beaucoup de demandes pour essayer de remplir les avions. Et quand il y a beaucoup de demandes, c'est ça. Quand il y a beaucoup de demandes, c'est la loi du marché, on fait monter les prix. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Toutes les compagnies le font. Voilà. Peut-il arriver de toucher le bas de l'avion au niveau de la queue sur le tarmac? Mais ça dépend. À l'atterrissage ou au décollage, ça peut se faire si le flair n'est pas. À l'atterrissage, si le flair n'est pas bien fait. Donc, il y a un rendu très important. Donc, là, le queue de l'avion peut. Pas sur le tarmac, tu as dit sur le tarmac ou sur la piste? Le bas de Il a l'avion. dit sur le tarmac, c'est les cas, on voit des photos, ça arrive quasiment tous les Ouais, jours, où l'avion il se retrouve sur la queue. ouais, C'est ah ouais. le chargement ou le déchargement de l'avion qui n'a pas été fait selon la procédure, tout simplement. Voilà. Quand j'ai vu le tarmac, après, j'ai Non, percuté. non. Pour les gens qui ne savent pas, bon, quand un avion est déchargé, on commence par décharger l'arrière pour que le nez soit collé, pour que le centre de gravité soit vers l'avant. Et quand on charge l'avant en premier et l'arrière ensuite. Voilà.
Pourquoi l'Algérie n'investit pas dans le domaine de l'aviation alors que d'autres pays ont des flottes? Ça, c'est politique du pays et il n'y avait pas d'autorité. Maintenant, il y a l'autorité. Il y avait une direction seulement. Maintenant, l'autorité aéronautique peut-être va faire en sorte d'ouvrir les horizons pour les compagnies et que les gens bien intentionnés avec les moyens, bien sûr, et le sérieux euh, vont se bousculer au portillon pour augmenter cette flotte, enfin ces flottes de ces compagnies éventuelles qui peuvent être créées en Algérie. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le réseau intérieur, par exemple, le réseau domestique algérien, est subventionné. Parce que, vu le prix des billets compte tenu du pouvoir d'achat moyen en Algérie, on pourrait pas faire, les gens ne pourraient pas acheter les billets si on les faisait payer au prix réel. Et donc, Air Algérie est subventionné pour le réseau intérieur. Et ça, on n'y peut pas grand-chose, hein, nous, hein. Bon, sur le réseau international, c'est pas pareil, mais sur le réseau national, c'est le cas. Tu n'arrives pas à lire le chat, vous n'arrivez pas à lire ce qui est écrit sur le chat. Moi, j'arrive à le lire, même si j'ai Oui, du. oui, ben, on a du mal, hein. Moi, j'ai été obligé de mettre les lunettes parce qu'on a beaucoup de mal. Attends, vous voulez que je change de t-shirt? Il n'y a pas de problème. نحي نحي La striptease en live. Attends, on va passer chez Mohamed Mahdi. Mohamed, il est le temps que je change le truc. Et pour te faire plaisir, il n'y a aucun problème. Vas-y, Mohamed. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Nordine. Merci déjà pour ta réponse, Morad, concernant le break hitting. En fait, ma question, en fait, je me suis toujours demandé comment que les pilotes savent qu'ils vont avoir un réchauffement de pneus et appellent l'assistance. Voilà ma question. Alors, je vais essayer de répondre. Mais il y a des avions sur lesquels on a des indicateurs de température des freins. Et il y en a d'autres où on n'a pas. Par exemple, sur le 737, il n'y a pas. Mais par contre, on sait comment on a utilisé les freins. On sait si on a beaucoup sollicité les freins ou pas. Par exemple, on s'est posé sur une piste courte et on n'a pas pu utiliser reverse parce qu'on avait une reverse inopérante, par exemple. Ben, on a sollicité gravement les freins. Donc on sait forcément qu'ils sont chauds. Maintenant, ça c'est quand on n'a pas d'indication de température frein. Maintenant, quand on a l'indication de température frein, c'est direct. En règle générale, on essaye, autant que faire se peut sur les avions de ligne, de pas trop solliciter les freins, parce que les freins, ça coûte horriblement cher. Ils coûtent de plus en plus cher. Maintenant, on a des freins carbone, etc., qui sont terriblement chers. Et donc, on préfère les solliciter le moins possible. Mais bon, quand on fait par exemple une accélération arrêt, on peut rien faire d'autre que de solliciter les freins brutalement. Et donc augmenter leur température. D'accord, donc je comprends mieux, merci. En fait, c'est que voilà, c'est qu'ils savent que même après un vol long courrier, ils savent que les freins vont être sollicités, donc c'est pour ça qu'ils demandent l'assistance des pompiers. Par exemple, bon, on fait un atterrissage, si on prend par exemple un atterrissage à Alger, sur une piste de 3500 mètres, on a les reverse qui fonctionnent, on a tout. Il n'y a aucune raison ni d'utiliser les freins automatiques, ni rien du tout. Il n'y a aucune raison. La piste, si on arrive, la piste est sèche, etc. Il n'y a aucun problème. On va ralentir l'avion au maximum avec les reverse. Bon, les reverse, on les rentre aux alentours de 80 nœuds. Et si la piste est suffisamment longue, on va légèrement solliciter les freins. Pratiquement, on n'a pas beaucoup sollicité les freins sur un tel atterrissage. Par contre, si on se pose sur une piste plus courte, par exemple, je pense à la 0523 de Annaba ou quoi, qui est un peu plus courte, ou quoi, bon, ben là, on va être obligé de solliciter les freins un peu plus, et donc, on va savoir ça. On va le savoir que l'on a éventuellement. Mais je vais vous dire franchement que les freins, maintenant, sur les avions modernes, pour qu'ils chauffent beaucoup, il faut vraiment les solliciter beaucoup, hein, voilà. Merci, Mehdi. Et merci à vous. Alors, Médiaminé pourquoi vous éteignez les lumières d'atterrissage par mesure de sécurité à chaque atterrissage?
Yves, tu veux répondre ou pas? Oui, c'est pour à l'atterrissage en cabine, on éteint les feux, on éteint les lumières. C'est justement en cas de... Parce que n'oubliez pas que dans un avion, on est toujours préparé À l'évacuer. au pire qui devrait se produire. Et on est toujours préparé, entre autres, à une évacuation. Et donc, en éteignant les lumières de la cabine, les issues de secours et les cheminements vers les issues de secours sont beaucoup plus visibles, tout simplement. Voilà. Après, ça te va comme ça? Très bien, là. Euh, alors, il y en a qui disent ne pas utiliser les reverse implique-t-il obligatoirement une surchauffe des freins? Si on est sur une piste courte, oui. Si on n'a pas d'autres alternatives, si on n'a pas les reverse opérationnels, on va être obligé de solliciter les freins si on est sur une piste courte. Mais si on est sur une piste longue, on va pas tellement les solliciter. Déjà, les aérofreins vont faire leur travail, mais bon, si on sort pas les reverse, c'est sûr qu'on va quand même plus solliciter les freins. Ça, c'est clair. Ouais, le petit Yves. Alors, Elias, des news? Moi, je pose toujours des News à questions. Captain. Des news pour... il doit venir ou pas? وشنو هذا؟ Ton شنو avion. حبيبنا؟ Ton avion. Ah oui. Bah écoute, là, ils vont aller le Jama'a pour faire le. D'ailleurs, on est tombé sur Monsieur Ishkel, mais c'est-à-dire que on va faire les heures de vol pour les deux pilotes. Donc, ils vont faire, je pense, 15 heures. Donc, nous chauffons à la DACS qui peuvent le faire sur le 7 Tango تاعنا, parce qu'on a limite immatriculé 7 Tango. Voilà. Mais je ne suppose que ça ne soit pas gêné pour le dédouanement, parce qu'avec Tawana, il ne faut pas que l'avion il fasse des va-et-vient dans un autre pays, sinon ils vont le considérer d'occasion. Mais comme ça sera fait le training center تاعهم, donc normalement c'est bon. Donc on a laissé la bus, là on attend les visas باش يطلعوا. Laser. Ok. Et dire, Espérons que ça ira, Inch'Allah. l'atterrissage, pas au niveau à 1000 pieds. Oui, il y a ce qu'on appelle des collantes à 1000 pieds. On dit stable, c'est-à-dire que toute la configuration est prête. L'avion est prêt pour se poser, c'est-à-dire il a train sorti, volet sorti, on dit stable. Et on continue. Et s'il y a quoi que ce soit, si on n'est pas stable à 1000 pieds, il y a des compagnies où c'était 500 pieds. À 1000 pieds, si on n'est pas stable, c'est-à-dire configuré en configuration atterrissage, aligné sur un axe et sur un plan par rapport à la piste avec tout sorti, eh ben, c'est une remise des gaz. S'il dit not stable, ben, il n'est pas stable. Bon, il n'a pas le droit de rafistoler quoi que ce soit, parce qu'ensuite, ça demande beaucoup de travail, et ce n'est pas ce qui est écrit dans la Standard Operational Procedure. Chaque compagnie a une Standard Procedure, et la nôtre, je parle de ce qu'il y avait en Algérie, c'est 1000 pieds sur 330. Avant, c'était 500 pieds. Dans quelques compagnies, c'est 500 pieds, 500 feet stable or not. Tac, go around ou la continue. Maintenant, c'est 1000 pieds pour tous les avions et peu importe la météo, IMC ou VMC. Eh ben, très bien. Voilà. Et surtout, en fait, la stabilité, c'est surtout par rapport à la manœuvre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on n'ait plus de manœuvre de récupération à faire en dessous de 1000 pieds, c'est tout. Voilà. Parce qu'un avion de ligne, ça a de l'inertie, on ne peut pas s'amuser si on n'est pas bien axé ou quoi. Et c'est trop tard pour faire des rattrapages d'axe, hein, aussi bien en plan de descente qu'en alignement par rapport à la piste. X-Ray 320. Vous avez vu en Inde des deux avions sur la même piste. Tu parles de l'avion qui se posait et l'autre qui décollait ou autre chose? Je pense que c'est ça, oui. Bon, Oui, c'était un peu tangent, mais ça passait, hein. oui, ça passait. Et de toute façon, quel que soit X, même si, encore une fois, même si le gars il a reçu son autorisation d'atterrissage et l'autre il était en rolling take-off apparemment, donc il avait décollé, et même si le gars qui se posait avait eu un problème et il devait remettre les gaz, la séparation est assurée puisque au lift-off, on va lui dire tel cap, monter telle altitude. Donc, don't worry for that.
c'est pris en charge. Des fois, ça se fait même à Paris, par exemple, à Orly. Ah Et oui, des fois, Charles de au Gaulle. décollage. Charles de Gaulle, bon, des fois c'est systématique. Pour les atterrissages. Non, à Orly, quand il y a un décollage et un atterrissage sur la même piste, il te laisse continuer. Une fois arrivé au minima, l'autre, s'il est à, par exemple, à 2000 pieds ou là, que si ça vous suffit, vous êtes autorisé. Farid Bouazza, à l'approche, quelle attitude stoppe-t-on le PA pour prendre les commandes? Alors, ce qui est préconisé, le PA n'est débranché qu'au minimum. Quand on dit minimums, runway insight, on débranche le PA. Maintenant, si le gars il fait son dual approche sur une 4-3 ou de la visibilité très réduite, low visibilité approche, il va laisser son PA jusqu'au toucher, puisque les avions, les nouveaux avions, encore une fois, ils ont ce qu'on appelle le rollout, ils tiennent la piste, ils gardent la piste avec même le PA à l'atterrissage avec dual approche. Mais on n'arrête pas comme ça. Bon, il y a des pilotes qui débranchent le PA quand ils voient la piste à mi-pied, 1500 pieds, ou là, bon, c'est aussi valable, mais le PA est fait pour, on l'appelle Georges pas pour rien, il travaille pour nous, enfin il travaillait pour nous, il te facilite la vie, sauf on le débranche s'il y a des anomalies, donc à la limite, l'hiver tout, il faut l'enlever et prendre les commandes manuelles, mais sinon quand tout fonctionne normalement, le PA est débranché au minimum. Il provient des call-outs, minimum span 100, minimum runway insight, on débranche le PA et on se pose. Et sur 37, il débranche et le PA et l'autothrottle. Sur les Airbus, non, l'autothrust il reste, et on débranche que le PA. Voilà. C'est la grande différence avec l'aviation d'avant, où on débranchait le PA à 3000 pieds et on faisait l'approche en manuel avec le directeur de vol. Voilà. Nostalgie quand tu nous tiens. Ah, c'était autre chose. Écoute, excuse-moi, mais c'était quand même, autre chose. On était beaucoup plus libre dans les avions, hein. Eh ben, tu sais, Double Bog, quand on parle de disconnect, flight level 100 pour nous. C'est normal, après. Sûr. 100, below 100, quand tu as des passagers, je te dis Double pas. blanc et rajl. Et quand ça bouge, je te dis pas. Quoique, sur des avions ULCWS, le pilotage par transparence, tu peux piloter sur PA aussi. Les, les C'était fait NG, c'est WS, sur NZ, avec les boutons à droite. Ouais, c'est très pratique. Je parle tous les 737, 737 100 jusqu'à même le le 200, Mach, on je avait sais des pas. WS. Ouais. Enfin, c'était. C'était le truc magnifique, ça. On Bon, l'a c'est Quand on toujours. C'est faisait quoi l'utilité, quand on يعني faisait le تاعو؟ C'est quoi 37, l'utilité تاعو؟ eh ben, c'est que t'as pas de bouton pour commander le pilote automatique. Tu pilotes naturellement. Tu exact. pilotes naturellement et tu fais ce que tu veux. Et quand tu lâches les commandes, ben, l'avion, il continue dans la trajectoire que tu lui as donnée. Voilà. Exactement. C'était pratique aussi, par exemple, quand tu étais en fonction Vorlock, par exemple, et tu voulais passer en manuel pour une raison ou pour une autre, et ben, tu n'avais qu'à tourner le manche et il fallait passer en high detent et tu avais la fonction Vorlock qui sautait automatiquement et tu repassais en heading. Voilà. Tu veux dire which requirements? C'est which requirements? باش تبدا تقرا le PPL. Michel, quels sont les requirements pour commencer le PPL? Pas grand-chose, hein. Il y a la visite médicale. Je ne sais plus quel est le niveau de la visite médicale. C'est pas le classe 1, c'est classe 2 ou classe 3, je sais pas. Oui. Et puis c'est tout. Il faut faire
Il faut faire les cours théoriques et la pratique. Il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de problème, hein. Classe 2, c'est ça, voilà. Oh, le commandant, tu déconseilles pour la peur de l'avion. Les conseilleurs sont les mauvais payeurs, mais ce que je veux te dire, tu es le seul maître de toi-même pour surpasser cette peur. Mais en tête, Billy, quand tu vas faire un vol, tu es obligé de le faire d'abord pour aller en vacances ou rentrer chez toi ou aller voir la famille ou là. Deux, fais confiance à ceux qui vont t'emmener. Trois, ne t'inquiète pas trop avec ces histoires d'air crash et de trucs et tout. Il ne faut pas se remplir la tête. Quatre, il y a une annonce que je trouve formidable sur Vueling ou là, sur Ryanair. Il y a une, Take it easy, be quiet, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Il rassure le passager. Voilà, c'est tout, mais sans plus. Il faut pas. La peur est un sentiment humain, il faut le savoir. Mais c'est surmontable, c'est surmontable. Ça dépend de toi, ça dépend comment tu vois les choses. Mais bon, voilà. Il n'y a Alors, pas. la sensation de liberté quand on pilote un avion de ligne, c'est très relatif, hein. Eh ben, Farid Bouazza, là, parce que, en fait, de tout ce qu'on vous explique, c'est on est tenu à suivre des cheminements bien précis, des altitudes bien précises, etc. Donc, c'est pas tellement le sentiment de liberté qui est le premier sentiment que l'on a, hein, quand on pilote un avion de ligne, hein. On applique des procédures, etc. On n'est pas tellement libre, hein. Par contre, il y a un plaisir intellectuel à faire marcher ces machines-là, c'est clair. Même si maintenant on est entouré de plein d'équipements, mais il y a quand même un travail intellectuel, il y a quelque chose d'excitant à le faire, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais, hein. Après, il y a un test à faire, oui. Pour commencer la formation de pilote, sa formation de pilote de ligne, oui, il y a des tests en maths, physique, anglais, oui. Mais bon, ça c'est un petit peu normal, sinon c'est très difficile de suivre une formation de pilote si tu n'as pas des notions très avancées, du moins un équivalent de maths sup, maths spé, si tu es en France ou là, et bac plus 2 à peu près, que si tu es en Algérie ou là. Donc voilà, pour avoir au moins pouvoir suivre le cursus. Sinon, on va te parler de choses, on va te parler surtout en mécanique du vol, où là, c'est de la physique, c'est des maths, c'est des calculs, c'est la navigation pareil. Voilà. Est-ce que la fin de vie d'un avion est déterminée selon le nombre d'heures? Pas d'un Elle est avion. déterminée par le prix de revient de la maintenance, hein. Exact. Parce que plus un avion vieillit, plus il coûte cher à la maintenance, La hein. maintenance. Il y a un moment où c'est plus rentable, hein. Disons, allez, je pense que ils tournent tous autour de 25 ans à peu près, et après ça devient un gouffre. Il y a des DC-3 de 80 ans qui volent encore, mais Oui, on ne te dit pas combien ça leur Et en coûte, hein, Amérique de les latine. faire voler. Voilà. Il y a aussi au Canada des 37-200 qui volent encore parce que c'est les seuls qui ont des moteurs low bypass. Donc il y a un machin, je me rappelle plus du kit qu'on le place sur le moteur pour empêcher la neige à étouffer le moteur. Et c'est les seuls adaptés, donc ils C'est volent encore. c'est le Vortex Vortex, Generator que l'on avait exactement. sur l'Eco Romeo, nous. C'était un tube qui va à l'avant du réacteur pour et souffler. ça fait ça empêche l'effet d'aspiration à l'avant du réacteur. Tu es un technicien supérieur en réseau informatique. Ben, tu es technicien supérieur en réseau informatique. Euh, Tu dois pouvoir suivre normalement cette formation. Maintenant, pour le recrutement dans une compagnie, c'est autre chose. Les compagnies demandent, exigent un bac plus 2.
Est-ce qu'il y a des cimetières d'avions en Algérie? Déjà là, en Algérie, il y a 56 avions, tu veux déjà enterrer ces avions? Pour aller, il faut aller au Nevada ou là, en Arizona. Par contre, je peux te dire que les anciens avions de l'aéroclub, les Jodel, les trucs, les PA-28 et tout qu'on avait, oui, si tu parles à ce niveau-là, on peut considérer que chaque wilaya pratiquement où il y avait des aéroclubs, malheureusement, on va trouver ces avions-là dans un état déplorable parce que c'est profirme, oui. Mais bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un cimetière d'avions, quoi. Nos pilotes font plusieurs vols par jour. On a l'impression que c'est des chauffeurs de bus. Non, c'est un roster qui est respecté, qui a une période de service de vol euh, qui est très réglementée, donc au niveau repos, régime de travail et tout et tout. Donc oui, si tu rajoutes un R avant le bus, oui, ça deviendra des pilotes de Airbus. Puis il faut savoir que aucun vol, même si c'est la même destination, aucun vol n'est pareil que le précédent, hein. Donc chaque vol est différent, c'est à chaque fois un nouvel équipage, des nouvelles météos, etc., etc. Donc il n'y a pas de routine, hein. Il n'y a pas de routine, justement, il n'y a pas de routine dans ce métier. Faites Bouaza, à partir de quelle hauteur vous n'avez pas, à partir de l'altitude, vous n'avez plus de risque aviaire. Ben, c'est en fonction de l'altitude où peut évoluer un oiseau. Bon, considérant que, disons, jusqu'au niveau 100, aller en dessous du niveau 100, on peut avoir des, 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 des oiseaux qui peuvent survoler jusqu'aux 66 000, 7 000 pieds. Donc voilà. Mais au-delà, les oiseaux n'évoluent pas à ces altitudes-là. Donc, disons que pour résoudre le problème, déjà, tout de même, même le concepteur d'avion, il avait mis des limitations au niveau des Windows, d'une certaine vitesse pour les impacts en dessous du niveau 100. Donc, c'était une réduction vers 250 nœuds en cas d'impact. Bon, voilà. Et X-Ray 320, il n'y a pas de, c'est pas, on met pas les anti-ice à une altitude. On met les anti-ice dans certaines circonstances. Quand il y a de l'humidité visible et quand la température totale est entre 0 et -10. Voilà. Enfin, c'était ce qu'on faisait sur les Boeing. Maintenant, je sais pas. Bon, maintenant, sur les avions, il y a des indicateurs de icing, hein. Il y a des détecteurs de icing, mais on les met parce que si vous voulez, l'anti-ice sur un avion, c'est pas seulement un anti-ice, c'est un de-ice et un anti-ice. C'est-à-dire qu'on le met en prévention et si jamais il y a de la glace qui se fait, on peut le mettre à ce moment-là et on va de-icer. Donc, si vous voulez, on va enlever la glace. Mais le principe, c'est quand même de mettre en anti-ice, donc prévenir la formation de glace. Voilà. Donc, dès qu'on est dans des conditions où il peut y avoir icing, on le met sur on. mais dit 1996, des oies sentent jusqu'à 27 000 pieds. Oui, mais les oies sentent, quand ils font leur migration. Et la migration est bien surveillée. Ce n'est pas un phénomène commun. Là, on parle de risque aviaire sur des aéroports. Voilà. Mais sinon, d'abord, les avions évoluent quand ils sont en vol 380, 370. En descente, c'est vrai qu'ils vont traverser les 270. Mais quand il y a une période de migration, d'abord, ça se sait, ça se voit. Et voilà, c'est pas tous les jours qu'il y a la migration des oiseaux, hein. Et généralement, c'est du nord vers le sud. Voilà, bon. Izine El Gharbi, oui, on a tous eu dans notre carrière, et ça fait partie du. On a tous eu des montées d'adrénaline intenses, oui. Parce que on a eu des pépins et il y a des fois, c'est pas du tout évident. Mais l'adrénaline, jusqu'à un certain niveau, ça améliore notre performance. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo sur le stress. Jusqu'à un certain niveau de stress, donc jusqu'à un certain niveau d'adrénaline, on est dans ce qu'on appelle le E-stress, donc qui est un stress qui augmente la performance.
Par contre, s'il y a trop d'adrénaline, trop de stress, donc on risque de passer au-delà du breakdown point et à ce moment-là, notre performance va se casser la gueule. Mais tout est là. Bon, disons que personnellement, j'ai toujours, bon, il y a eu des cas dans ma carrière où j'ai eu reçu une bonne dose d'adrénaline, mais c'est bon. Après, c'était quand même, je suis resté toujours JB, ta connexion. La suite, on l'a pas entendu. Tu as la suite, on l'a pas entendu, JB, hein, la fin. Oui, je pense que donc tout pilote passe par une phase où on a eu un gros stress dans l'avion, mais bon, pour autant qu'on reste dans le E-stress, ben ça passe, on s'en est sorti, hein. Sinon, on aurait paniqué, on ne serait pas là pour en parler. Alors qu'il fallait. Quelle est la température à 11 000 mètres? C'est 2 degrés par mi-pied. Le mètre, c'est moins 56 degrés 5 en atmosphère standard. Alors, Attitude. quand on a une panne, ouais, l'attitude du pilote face à une panne en simu et en réel. Eh ben, je vais vous dire une chose. En simulateur, les simulateurs sont tellement réalistes qu'on réagit pratiquement comme si c'était dans l'avion. On est des professionnels, donc on fonctionne de manière professionnelle et on réagit. On se bat avec l'avion des fois et tout, et puis exactement comme dans l'avion réel. Et celui justement qui ne met pas en tête, quand il rentre dans un simu, qu'il est dans un avion réel, qui va subir pratiquement les pires problèmes que peut arriver à un avion, dans le cas où il a toutes ces pannes-là, et bien ce gars-là, il passe généralement à côté de ces séances de simulateur parce qu'il n'y croit pas tellement. Et pour avoir fait du simulateur, je peux dire que je me mettais en condition d'être dans un avion réel et que je me disais c'est la réalité. Et vraiment, le gars, il faut qu'il s'en sorte en appliquant toutes les procédures mises à sa disposition et les checklists qu'il faut. Voilà. Des En cas fois, de peut-être qu'on est plus stressé par une panne au CMU qu'en réalité. Ben oui, c'est exactement ça. Il faut avoir la tête bien vissée sur les épaules. Bien vissée, non. Au contraire, il faut pas qu'elle soit vissée. Si elle est vissée, elle est fixe. Si elle est fixe, c'est pas bon. Il faut avoir un circuit visuel. Donc la tête doit vraiment voir tout ce qui se passe. Et c'est très important d'avoir un circuit visuel. Et il faut le nourrir, il faut l'adapter. Il suffit pas de regarder devant comme ça et être figé sur quelque chose. C'est vrai que Fly, Navigate, Communicate, pour le pilot flying dans un avion ou là dans un simulateur, fait qu'il est là pour s'occuper de ça en avion, décoller, commander, parler à la radio puisqu'il a un boom. Mais en même temps, il faut qu'il ait la capacité de voir des fois que le collègue, son collègue, celui qui est à droite ou à gauche, si lui il est à droite, par celui qui est à gauche peut-être n'a pas vu, il faudrait qu'il ait ce réflexe d'avoir ce réflexe visuel, ce qu'on appelle un circuit visuel, et avertir de n'importe quelle anomalie, surtout quand il n'y a pas l'alarme sonore, quand il y a seulement l'alarme lumineuse. Voilà, bon, c'est c'est de l'apprentissage, c'est de la formation, c'est comme ça. Pour répondre à The Moon, à propos du vertige rotatoire, eh ben, si on a un vertige, et moi ça m'est arrivé, eh ben, tout de suite il faut informer l'autre pilote et rentrer dans la procédure pilot incapacitation Oui, immédiatement. Il ne faut pas essayer de, si on est a un malaise quelconque ou quoi, il faut tout de suite le déclarer de manière à ce que l'autre pilote prenne les commandes. Voilà. C'est une affaire de responsabilité. vous faites des mouvements spéciaux après chaque vol. Pas, pas de mouvements spéciaux si tu veux, mais bon, des fois,
Vous voyez peut-être des pilotes sur un vol, peut-être aller vers l'arrière de la machine et revenir, donc il marche. Euh, il est à sa place. Si par exemple il a des sensations au dos, ben il va tourner sa tête comme ça dans un sens comme dans un autre. Il va s'étirer. Bon, ça permet un petit peu de détendre ses muscles, de se concentrer. Et voilà. Et ça, en plus, c'est pas. Et en plus des vols, il y a tellement de choses à faire que bon, mais il y a des choses qui sont oubliées, entre autres les sensations, quoi. On n'utilise pas Flight Simulator dans les simulateurs. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord? Les logiciels qui régissent les simulateurs sont beaucoup plus complexes. Heidi en a répondu hier à cette question, je pense. Que se passerait-il si un avion vient à court de signal GPS, le Global Positioning System, s'il est perdu? Ça dépend de l'avion, encore une fois. Les avions ont des IRS, ont des moyens aussi pour s'orienter. Sur le 330, par exemple, s'il perd sa position carrément sur la page update, il a un positioning update vertical, un VOR, ou une position, une station fixe, il va la mettre et bon, passe en vertical, il va l'appuyer dessus, donc le map revient. S'il ne revient pas, il va voir sur la page GPS si par inadvertance ça a été désélecté, ça peut arriver. Donc il faut voir c'est sélecté, et ainsi de suite. Il y a toujours de la redondance. Il y a toujours. À l'IKLM, non, on n'arrête pas un avion en cas d'anomalie après V1. Négatif. Après V1, on continue. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, c'est à ce point vrai que le pilote qui est aux commandes, il garde ses mains sur les manettes de gaz jusqu'à V1, et à V1, il enlève les mains des manettes de gaz, justement pour ne pas avoir la tentation, s'il se passe quelque chose après, de réduire les gaz et d'essayer d'arrêter l'avion. Parce que par définition, à V1, il nous reste, après V1, il nous reste plus assez de pistes pour arrêter l'avion sur la longueur qui reste. Exactement. Combien d'heures de repos, de sommeil exigé avant le vol? En général, c'est les heures standards, c'est-à-dire 8 heures de sommeil. Et bon, chacun a son rythme, mais sinon, 6 heures, 8 heures, c'est suffisant. Est-ce qu'on peut faire confiance au pilote automatique? Ben, heureusement, sinon, il serait plus pilote automatique, il serait pilote à surveiller. Ceci dit, il lui arrive peut-être, si par inadvertance, il y a quelque chose qui fait qu'il ne fonctionne pas normalement, eh bien, il y a un deuxième pilote automatique. Si ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, revert to manuel. Voilà, et cet avion est pilotable sans pilote automatique. Ce n'est pas fait pour euh, longtemps, ça m'importe, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est fatigant, mais c'est faisable. Si ces pilotes automatiques tombent en panne, eh ben, on est obligé de piloter cet avion même sans pilote automatique. Quel niveau de maths et physique est-il minimum recommandé pour une formation de pilote? Je t'ai dit tout à l'heure, c'est maths sup, maths spé. Pour pouvoir suivre une bonne formation, donc bac déjà, tu as déjà les notions en maths, physique et tout. Il n'y a pas de problème pour suivre ta formation de pilote. Maintenant, je te dis encore une fois, les requis d'une compagnie, chaque compagnie met sa barre à un niveau donné. Donc, il y en a qui mettent un bac plus 2, il y en a qui mettent seulement maths spé, qui est l'équivalent de bac plus 2. Bon, tu peux être ingénieur et aussi, donc tu as dépassé tout ça et tu peux. Mais moins, généralement, les compagnies n'acceptent pas. Après, bien, ne voudrait-il pas mieux risquer sortie de piste que de risquer de Je voudrais bien lui répondre. Je voudrais bien lui répondre à Farid Bouaza. Non, on ne va pas décrocher parce que l'avion, regardez ma vidéo sur les limitations au décollage. J'explique dans la vidéo où je ne parle pas, j'explique tous les segments au décollage. Premier, deuxième, troisième, quatrième segment au décollage. On ne va pas décrocher parce qu'on a perdu un moteur. L'avion est prévu décoller avec un moteur en moins et on ne va pas décrocher du tout. On va monter à V2 et puis voilà. Donc, une accélération arrêt après V1, ça se termine toujours mal. Au minimum, ça se termine mal pour l'avion.
qui risque d'être endommagé. Exactement. Et ça peut aller plus loin. Quelles précautions supplémentaires à prévoir en cas de piste mouillée? Ben, c'est une procédure aussi. De toute façon, mouillé ne veut rien dire. C'est un calcul qui est fait par des équipes au sol et communiqué par la tour pour quand ils disent la piste est mouillée. Et sur la tisse, ils vont déjà déterminer des fois quand elle est superbement bien mouillée, cette piste. Ils vont donner les millimètres pratiquement parce que c'est un calcul fait par les gars. Et les précautions, c'est le freinage, si tu veux. D'abord, il faut rester sur l'axe quand on se pose, ne pas faire d'embarder. Deux, au lieu que ce soit un low break, ça va être un medium break sur des 330 par exemple. Donc l'avion va s'arrêter, va perdre son énergie cinétique le plus rapidement possible. Les reverses, quand c'est permissible, les mettre. Les spoilers, bien sûr, sont sortis. Voilà. Donc c'est de rester sur l'axe, de ne pas trop manipuler les rudders pour ne pas faire ce qu'on appelle un aquaplaning. Voilà. Et au décollage, quand on décolle sur une piste mouillée, d'abord on prend des limitations plus faibles, on diminue selon la quantité, comme l'a dit Nourdine, selon la quantité d'eau qu'il y a sur la piste, ça, on peut être amené à diminuer la masse maximale au décollage. Et aussi, on va diminuer la valeur de V1. On va avoir une V1 plus faible pour avoir une distance d'accélération arrêt qui soit compatible avec la longueur de piste. Parce qu'il faut savoir que quand une piste est mouillée, l'accélération de l'avion est diminuée du fait que les roues avancent dans de l'eau et ça freine et ça augmente le frottement des roues au sol. Et lorsque l'on va, si on considère l'accélération arrêt, donc quand on va essayer d'arrêter l'avion en utilisant les freins de roue, ben, le coefficient de freinage sera moindre parce que la piste est mouillée. Et donc, la décision d'arrêter le décollage doit être prise plus tôt. Donc, on diminue V1. Voilà. Alors, Nadir, ben non, c'est pas un secret, Moon. Non, معليش. Ça dépend ce qu'il veut savoir en taux parallèle ou la taux légal. Au taux parallèle, c'est entre 2000 euros jusqu'à 7000 euros. Voilà. Les cops, désolé, je dois quitter le live avec une bonne continuation. Merci, merci. Salut Nourdine, salut Morad. Oui, salut, au plaisir. À demain, au plaisir. À demain, Inch'Allah. Salut, salut. Ah, je sais, Amine, quand il y a ses enfants qui viennent autour, il ne lâche pas. Ben, oui, c'est aux alentours de ça, à peu près. Avec c'est des débutants, 7000 Air France. Ne parlerons pas du crash de Taman Rasset. Ça, on en a parlé chaque fois, on a dit, non. Et tu n'étais pas là la dernière fois, c'était émouvant, il y avait l'épouse de celui qui a craché à Gardaïal, du crash de Gardaïal, kiff, bon, ben, elle a eu des déboires avec quelqu'un qui essayait de la spoiler, je sais pas quoi. J'ai dit, je préfère ne pas en parler, on les connaissait, bon, voilà. Le crash de Gardaïa, qui c'est qui s'est craché à Gardaïa? C'est le beach c'était un bimoteur. Ah, d'accord, ok. Donc son épouse était montée pour un témoignage et elle voulait surtout dénoncer les zinzins de la tête qui lui proposaient des choses pour lui faire passer des trucs. Enfin, c'est un truc bizarre. Oui, je lui dis désolé, mais je préfère ne pas en parler de ces histoires-là parce que, une, c'est pas le but du live. Deux, je compatis. Voilà. Mayedine El-Ralbi, bon, pour les volets, on peut en parler rapidement. Les volets, ça a pour effet d'augmenter le coefficient de portance de l'aile. Alors, quand on dit ça, on n'a pas tout dit, il faut juste se rappeler de la formule de la portance. Et la portance, elle, est égale à 1/2 de ρ S V2 CZ. Donc, ρ est la masse volumique de l'air, V2 est la vitesse de l'avion, S la surface des ailes,
et CZ est le coefficient de portance. À partir du moment où on est capable d'augmenter le coefficient de portance pour générer une portance donnée, donc pour un poids donné, on pourra voler à une vitesse plus faible. C'est ça le but des volets. Les volets ont donc pour effet de permettre à l'avion de générer la portance désirée à une vitesse plus faible, ce qui nous permet de décoller à des vitesses relativement faibles et d'atterrir à des vitesses relativement faibles. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, au niveau des systèmes, on a plusieurs systèmes de volets. On a les volets de bord de fuite et on a les becs de bord d'attaque. Il faudrait aller plus dans le détail, ça prendrait trop de temps. Mais disons que tous concourent donc à permettre à l'avion de voler à plus basse vitesse qu'il ne le ferait si les volets étaient rentrés. Voilà, c'est ça le principe. Alors, j'ai parlé robot, j'ai parlé comme le robot là maintenant. Comment vous calculez les trim en up et en down? En fait, il y a toute une enveloppe. Et le trim en up et en down est donné, c'est une valeur qui est donnée en fonction de la masse de l'avion, de performance du jour. Bon, quand c'est automatique, ça donne exactement, sur la load sheet, ça nous donne le trim. Et quand on le voit en réel sur l'avion, on va positionner ce trim en up ou en down en fonction de ce qui est donné, en fonction du centrage de cet avion-là. Et, et on le positionne sur l'espèce de roulette Gravi 320 que vous voyez autour. Alors des fois sur 37, vous avez elle est électrique, vous la manipulez. Sinon, elle peut être mise manuellement sur 330. Et il faut toujours rester dans l'enveloppe. La comparaison entre les paramètres vont se faire entre ce qui est donné et ce qui est calculé. Et voilà. Bon, maintenant, si JB veut rajouter, parce que je sais que lui, il est fervent de... Le trim, alors le trim, pourquoi on règle le trim? En particulier au décollage. Au décollage, on va le régler en fonction de la position du centre de gravité. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'avion tourne autour de son centre de gravité. Tous les moments des forces qui sont appliquées à l'avion sont appliquées par rapport au centre de gravité. Donc si la portance, par exemple, est à l'arrière du centre de gravité, qu'est-ce qui va se produire? Par soi-même, la portance va avoir tendance à faire baisser le nez de l'avion, puisque la portance étant à l'arrière du centre de gravité, elle aura tendance donc à le faire baisser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de générer sur le plan fixe horizontal de l'avion, de générer une force vers le bas qui va, elle, au contraire, faire lever le nez de l'avion, et cette force vers le bas devra être telle qu'elle va contrebalancer la tendance que l'avion va avoir naturellement du fait de la portance à avoir le nez qui va vers le bas. Et donc, JB donne... et le plan fixe horizontal pour avoir cet équilibre de force. Pour une raison très simple, c'est que lorsque l'on va décoller, il faudrait que l'avion soit pilotable sans problème, qu'il n'ait pas tendance ni à monter ni à descendre. Parce que tout ça est prévu pour que l'on ait en même temps une panne moteur. Alors imaginez si on a une panne moteur, donc l'avion qui va avoir tendance à faire une embardée du côté du moteur qui est en panne, plus déjà il va falloir travailler avec les palonniers et tout, et si en plus de ça, on a un avion qui en assiette demande aussi de travailler, ça va devenir mission impossible de piloter tout ça. D'accord? D'où l'importance de trimer l'avion pour le décollage parfaitement bien. Maintenant, en vol, quand on pilote un avion à commande normale, à commande classique, pas à fly-by-wire, en commande classique, qu'est-ce qu'on va sentir? On va trimer en fait à la sensation musculaire sur les commandes de vol. C'est-à-dire que par exemple, on est à 200, on est à 250 nœuds, on accélère. Quand on accélère, automatiquement, le centre de gravité le centre de poussée va reculer et l'avion, paradoxalement, l'avion va avoir tendance à monter le nez et il va falloir pousser légèrement sur le manche pour maintenir l'assiette. On va sentir qu'il faut qu'on pousse sur le manche. À ce moment-là, on va trimer vers l'avant. Si maintenant on est en réduction de vitesse,
quand on est en réduction de vitesse, on va voir que le nez de l'avion va avoir tendance à piquer, à descendre. On va sans arrêt être obligé de tirer sur le manche. Et quand on va tirer sur le manche, eh bien, on va trimer vers l'arrière pour annuler cette force que l'on a à exercer sur le manche. En réalité, le trim en vol sur un avion à commande de vol classique par câble, en fait, on l'utilise pour en fait annuler tout effort à faire sur les commandes de vol. Voilà le principe. Maintenant, sur le fly-by-wire, le système marche en automatique, c'est-à-dire que l'avion se trime tout seul. Et il sent qu'il y a une... En fait, comment ça se passe? Ça se passe tout simplement quand les computers détectent que pour faire voler l'avion, la gouverne de direction n'est pas, la gouverne de profondeur n'est pas au neutre. Quand elle n'est pas au neutre, eh ben il va trimer de manière à ce qu'elle revienne au neutre, tout simplement. Voilà. Pourquoi Roger n'écoute pas les expéditeurs? Si, à un moment donné, elle a fait ça sur Hercule. Tacile, il le fait encore. Pendant le vol, le copilote assiste le commandant de bord dans la gestion des systèmes de l'avion. Le copilote à bord d'un avion est un commandant de bord, un futur commandant de bord. Donc, mais il se trouve qu'il est copilote parce qu'il a moins d'expérience que le commandant, mais il arrivera un jour, il passera commandant de bord. Donc, s'il est pilot flying, c'est le commandant de bord qui va l'assister dans la gestion des systèmes de l'avion quand il y a demande de gestion. Sinon, c'est vice-versa. Donc, les deux font le même travail, sauf que l'un est plus ancien que l'autre et il a la responsabilité d'être commandant de bord de ce vol. Il ne peut pas y avoir deux commandants de bord d'un vol. Il se trouve des fois qu'il y a deux commandants de bord à bord. L'un est instructeur et qui se met à droite, mais la responsabilité, elle incombe à celui qui est à gauche, sauf s'il est encore en instruction. Là, à ce moment-là, la responsabilité incombera à l'instructeur, sans plus. Est-ce que V est un élément fixe ou variable par rapport à autre chose? Si V est un élément mais si fixe, variable, c'est une vitesse de décision. Comme expliqué tout à l'heure, JB, c'est une vitesse en fonction du jour, de la masse, des performances de cet avion et de l'état de la piste. Donc, c'est un élément variable. Si, attends, je remonte. Si tu vois quelque chose qui passe que je n'avais pas dû. Oui. Le Fuel Management System va jouer sur le CG, mais ça n'a rien à voir avec le trim au décollage. En fait, qu'est-ce qui se produit? Le Fuel Management System va envoyer du fuel dans le trim tank qui est à l'arrière, tout simplement pour ne pas avoir à braquer le trim à l'arrière. Parce que quand en croisière, si on doit exercer une force vers le bas sur le plan fixe horizontal à l'arrière, cette force vers le bas, qui cherche à équilibrer donc l'avion, en fait, c'est un poids supplémentaire fictif que l'on applique sur l'avion, puisque c'est une force qui est une force aérodynamique, mais vers le bas. Cette force aérodynamique vers le bas va devoir être compensée par une légère augmentation de la portance. Qui dit augmentation de la portance dit augmentation de la consommation, parce qu'il y a augmentation de la traînée en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer du fuel dans le trim tank à l'arrière, de manière à modifier le centre de gravité et à ce moment-là, de mettre le trim aérodynamique, de le mettre à zéro, de ne plus avoir de force vers le bas. Donc on aura à ce moment-là un avion qui sera équilibré, sans augmentation fictive du poids, tout simplement. Et donc c'est ce qu'on va faire en croisière. Mais au décollage, on ne peut pas faire ça. Au décollage, on a le fuel qui est réparti. On ne met pas de fuel dans le trim tank au décollage. Par contre, après, quand on commence à descendre, en général, le trim tank renvoie le carburant dans les ailes et dans le réservoir central. C'est pour une raison de stabilité de l'avion. Parce qu'un centre de gravité arrière, lorsqu'on va sortir les volets, ça va diminuer la stabilité de l'avion. Donc, pour avoir un avion stable, suffisamment stable à l'atterrissage, on va être obligé de faire avancer le centre de gravité. C'est dû au downwash, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de stabilité, c'est quoi?
La stabilité d'un avion, c'est la capacité qu'il a de revenir à la position initiale lorsqu'il est sujet à une perturbation. C'est-à-dire, lorsque le pilote tire sur le manche, il faudrait que l'avion ait tendance à revenir à la position initiale. Pas trop, mais il faut qu'il le fasse. Et surtout, s'il rentre en turbulence, il faudrait que l'avion ait tendance à revenir à sa position initiale et non pas de s'écarter de cette position initiale. Donc on a besoin d'une stabilité, d'un certain degré de stabilité de l'avion pour qu'il ne soit pas dangereux et qu'il soit pilotable. Il faut, si vous voulez, la stabilité, on travaille toujours, la stabilité c'est une valeur qui oscille entre la maniabilité de l'avion et la stabilité. Parce que si l'avion est trop stable, il devient difficile à manœuvrer, et s'il n'est pas assez stable, eh ben, il devient dangereux. Il est facile à manœuvrer, mais il devient dangereux. Tout à fait. Il dit MI, plus haut, plus chaud, plus vite. Un avion consomme moins en hauteur. Et quand il est à son cost index normal de consommation optimale, il consomme moins en l'air. Plus bas, il y a la densité de l'air et le fait qu'il faut qu'il émette un peu de gaz, donc il consommera plus en bas et basse altitude qu'en altitude. Quand on nous annonce toujours la température au départ de l'arrivée, double blanc t'a répondu, c'est vrai. C'est pour que tu aies la notion justement de température à l'arrivée, pour voir si tu te couvres ou pas. En ce qui concerne la consommation de carburant, c'est très simple, hein. Euh, Imaginez le réacteur. Il tourne à un régime donné. Donc, il rentre une certaine quantité d'air dans le réacteur par unité de temps. Par seconde, par minute, peu importe. Il rentre une quantité d'air. Très bien. Un volume d'air. Quand on monte en altitude, alors quand on est d'abord au niveau de la mer, ce volume d'air, compte tenu du fait de la masse volumique de l'air dans les basses altitudes, il correspond à une certaine masse d'air qui rentre. Donc il y a X kilos d'air qui rentre dans le réacteur, par minute ou par seconde, peu importe. Pour que le carburant brûle, sur un réacteur, il faut 40 kilos d'air pour 1 kilo de carburant. En d'autres termes, en fonction du volume, de la masse de l'air qui rentrera dans le réacteur, on va injecter la quantité de carburant qui correspond de manière à ce que le ratio reste de 1 sur 40. Très bien. Prenons le même réacteur en haute altitude. Il tourne au même régime. Il rentre donc le même volume d'air dans le réacteur par unité de temps. Sauf que la masse volumique de l'air étant plus faible, la masse d'air, de l'air qui rentre par unité de temps, est moindre. Si au départ on rentrait, mettons, 50 kilos d'air à la seconde, je dis ça, comme quand je pourrais dire autre chose, si en basse altitude il rentre 50 kilos d'air par seconde dans le réacteur, en haute altitude il va rentrer plus que, peut-être que 20 kilos d'air. Puisqu'il rentrera que 20 kilos d'air, on ne peut pas mettre la même quantité de carburant pour garder le ratio. On va rentrer moins de carburant. Alors évidemment, le réacteur délivrera moins de poussée, mais il consommera moins. Voilà le principe. Et tous les moteurs, c'est la même chose. Si vous allez en montagne avec votre voiture, vous allez vous apercevoir que quand vous montez en altitude, votre moteur, il a de moins en moins de puissance. Parce que, en fait, il absorbe de moins en moins d'air et le système de carburation va rentrer de moins en moins de carburant dans le système. Voilà. JB, il est C'est 26. l'heure du thé. Oui. C'est l'heure du thé. Voilà. Merci beaucoup, Alors, JB. Merci le chat. allez, ciao les amis. Allez, bonne fin de soirée. Et puis à ces jours-ci alors. On est des vieux, on ne Allez, peut pas rester longtemps là, sur le chat. voilà, exact. Allez, Ciao, merci. ciao, au plaisir, au revoir. Merci tout le monde. Merci pour ceux qui ont envoyé des cadeaux. Merci, merci.